ce faire, on a invité Monsieur Antoine Gérard, qu'on vous demande d'applaudir. C'est un sociologue. Il est responsable de la recherche chez Domitis, qui est un groupe de résidence service senior. Il pilote un site qui s'appelle Sociogérontologie, avec un podcast pour comprendre les vieux. Il est membre du laboratoire des solutions de demain à la CNSA, auquel je collabore aussi, avec Sophie Brobecker, qui est notre chargée de mission d'Assume Vie, avec Fanny Bioro, qui est la directrice de l'EHPAD labellisé La Croix-Rouge russe de Nice. Donc, Monsieur Gérard, vous avez choisi d'intituler votre intervention « Le sablier et l'agenda », deux brèves histoires du rapport au temps en établissements médico-sociaux. Vous avez la parole jusqu'à 9h25. Vous voyez, il y a la belle horloge en face de nous, on ne peut pas la louper. Et on aura 5 minutes de questions à la fin. Merci. Merci beaucoup. Être vieux, c'est devoir faire face à des contraintes qui amènent l'avancée en âge. Et parmi celles-ci, il y a la conscience accrue de sa finitude. Le fait que les vieux se caractérisent par la proximité avec la mort. Vous allez me dire, on sait tous qu'on va mourir. Sauf qu'il y a une différence, c'est qu'eux ne se contentent pas de le savoir, ils en font l'expérience. Pas comme quelqu'un plus jeune qui frôle la mort, mais un peu comme une feuille morte, une feuille à la fin de l'été, qui sait qu'au premier coup de vent de l'automne, elle va tomber. Et ça change tout, à commencer par le rapport au temps. Je m'appelle Antoine Gérard, je suis sociologue, je dirige la recherche au sein du groupe Domitis. Domitis, c'est des résidences services seniors et donc des personnes qui sont la plupart du temps un peu moins indépendantes que celles que vous accueillez. Et mon travail de chercheur consiste à comprendre qui sont les personnes, ce qu'ils ont dans leur tête et comment on peut s'adapter à ça. Je produis également 2 podcasts, Annie l'a dit. Le premier s'appelle Sociogérontologie et le deuxième s'appelle Culture Géronto. C'est des émissions qui sont très courtes mais destinées à des professionnels. C'est un peu provoquant, je l'admets. J'essaye que ça soit quand même toujours assez intéressant. C'est assez utile en équipe, ça permet de mettre sur la table un sujet qui peut être intéressant de réfléchir ensemble. Alors, en bref, toute objectivité, c'est vachement bien, mais c'est que mon avis. Aujourd'hui, je vous propose de comprendre le rapport au temps des vieux et des jeunes. Et si ça me semble important, c'est parce qu'une partie de la mécompréhension qu'il peut y avoir entre ces deux caricatures jeunes-vieux, c'est que justement, ils n'ont pas la même appréhension du temps. Cette compréhension, c'est que la première étape, évidemment, c'est une étape importante puisqu'il s'agit de comprendre ce qu'il se passe pour pouvoir agir. Et bien évidemment, la deuxième étape, c'est agir. Je vous proposerai quelques mises en application possibles, enfin pas seulement possibles, des choses que nous on a mis, mais qui est forcément propre à un contexte particulier et qui doit être adapté au vôtre. Et commençons par cette idée forte, les jeunes et les vieux n'ont pas le même rapport au temps. Et par rapport au temps, j'entends la manière dont on prend en compte le temps, c'est-à-dire le défilement des heures et des jours présents et à venir dans notre quotidien. Et donc mon idée forte, c'est que jeunes et vieux n'ont pas le rapport au temps, parce que les jeunes ont un rapport au temps. J'ai oublié que j'avais une manette dans la main. C'est vachement pratique. Parce que les jeunes ont un rapport au temps que je nomme agenda, et les vieux un rapport au temps dit sablier. Le rapport au temps sablier, celui des vieux, signifie qu'ils voient le temps défiler et s'amasser dans la pyramide du bas. Vous savez, ces petits grains de sable qui tombent et qui constituent une montagne. Cette pyramide, elle a une particularité, enfin ce sablier, il a une particularité, c'est qu'on ne voit pas le haut du sablier. On ne sait pas combien de grains il reste à tomber. En revanche, quand on est vieux, on voit bien cette montagne composée de milliers de grains de sable qui est tellement haute qu'on sait qu'à tout moment, le dernier grain de sable peut tomber. Les grains de sable sont comptés. C'est une première image qui s'oppose à cette image de l'agenda. Les jeunes auraient un rapport au temps dit agenda. Parce que pour une personne jeune, le temps, c'est des journées, des semaines, des mois qui doivent être organisés. On a une alternance entre des temps qui sont occupés par le travail, les enfants, les obligations personnelles ou ménagères, et des temps qui sont libérés de ces obligations.
Le vieux a l'impression qu'il n'a pas beaucoup de temps parce qu'il ne lui reste plus beaucoup de grains de sable à vivre. Le jeune a l'impression qu'il n'a pas beaucoup de temps parce que les moments disponibles dans son agenda ne sont pas nombreux. Et l'incompréhension, elle est là. Chacun pense que c'est à l'autre de faire un effort parce que l'autre a plus de temps que soi. Cette analogie, s'habiller agenda, elle a un autre objectif. Elle permet aussi de comprendre que le vieux, il voit sa vie remplie par la somme des expériences passées, tous ces petits grains de sable qui se sont accumulés, quand lui, le jeune, voit sa vie remplie par un agenda surchargé. La spécificité, vous l'avez compris, c'est que ce rapport au temps chez la personne âgée, elle s'organise à partir de l'imminence de la mort. Et la période actuelle est plutôt éclairante sur le sujet. On a tous connu, en tant que proches, la tension extrême entre vouloir protéger nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents au Noël dernier et la nécessité de vouloir leur faire vivre un Noël normal, en sachant qu'il est peut-être le dernier. Ce temps sablier peut donc imposer une certaine urgence de vivre. Et ça, c'est un point qui me semble important, et que moi j'observe beaucoup, la nécessité de vivre dans le présent, et que chaque petite attention temporelle fournie à une personne âgée, même si elle est de courte durée, a une grande valeur. Et donc, du coup, je suis désolé pour le titre de votre colloque, mais je ne suis pas sûr que ces personnes aient vraiment le temps. En tout cas, du point de vue des vieux, nous soignants, nous avons certainement beaucoup plus de temps qu'eux. Ça, c'était mon premier objectif, de vous expliquer un petit peu ce rapport au temps. Annie m'a prévenu, il faut que ça soit qu'une partie courte, parce que l'enjeu, c'est ce qu'on en fait de cette compréhension. Excusez-moi. L'enjeu, c'est ce qu'on fait de cette compréhension, et donc plusieurs choses qu'on peut en faire. Moi, je vais vous partager 2 petits outils qu'on a mis en place et qui fonctionnent bien. Encore une fois, c'est des outils, donc efficaces dans certaines situations, mais ils ne sont pas efficaces pour toutes les situations. Il faudra voir comment les adapter. Le premier outil, c'est plutôt une méthode. Une méthode pour faire face aux interactions de couloir. Les interactions de couloir, c'est quand on est entre 2 tâches et qu'on traverse les couloirs pour se rendre d'un appartement à un autre, d'une chambre à une autre, et qu'on est interpellé par des résidents à ce moment-là, au moment où justement on n'a pas de temps à leur accorder. On essaye de marcher rapidement, de détourner le regard, mais ça ne suffit souvent pas à ce qu'ils comprennent qu'on n'est pas disponible pour eux à ce moment-là. Et pourtant, quand on est interpellé, l'enjeu, c'est quand même de pouvoir de ne pas faire comme si on n'avait pas vu qu'on était interpellé, comme si on n'avait pas vu qu'on était appelé, et d'esquiver les choses. Et quand on a demandé au personnel pourquoi est-ce qu'ils cherchaient à esquiver ces interactions, on s'est vite rendu compte que en fait, l'enjeu, c'est qu'ils ne voulaient pas commencer l'interaction de peur de ne pas être capable de la finir et que celle-ci prenne trop de temps. Il y avait un défaut dans la clôturation de ces interactions. Ils n'arrivaient pas à y mettre fin de manière satisfaisante pour eux et pour la personne qui les interpellait. Et mon propos, c'est de dire qu'il faut une méthode pour clôturer ces interactions, un outil qui permette de mieux gérer ça. Cette méthode, ce n'est pas un ingrédient secret, il n'y a pas de secret. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on décompose rapidement une interaction et qu'on essaye de voir ce qui est possible de faire. Si on prend une interaction normale, il y a 4 phases. Une phase d'ouverture, c'est ce moment de l'interpellation, où les regards se croisent et où l'interaction commence. La phase sujet, où la personne pose sur la table un sujet sur lequel il attend de nous une réaction. Cette 4e phase, c'est la 3e phase, c'est donc la phase réponse ou réaction. On va réagir au sujet qui est posé sur la table. Et puis, il y a la phase clôture. La phase clôture, dans laquelle on va valider la réponse qu'on aura donnée et on va mettre fin à la discussion. Ça, c'est un peu le déroulé de n'importe quelle interaction.
Et en fait, une petite interaction sauvage dans un couloir doit respecter chacune de ces 4 phases. Et c'est parce qu'on respecte chacune de ces 4 phases que l'interaction, elle est positive. Alors, évidemment, a priori, ça prend du temps. Mais en fait, pas tant que ça. Pas tant que ça parce qu'il y a quelques pièges qu'il faut éviter quand on a peu de temps à donner. Et surtout, si on respecte ces 4 phases, si on fait en fait toute boucle d'une interaction, c'est beaucoup plus satisfaisant pour la personne et ça évite les interactions multiples. Alors, tout l'enjeu, c'est de réaliser les 4 phases, mais j'attire quand même votre attention sur la 4e phase qui est particulièrement importante. On s'en doute, puisque notre enjeu, c'est de clôturer rapidement l'interaction. Et donc, il faut être vigilant aussi sur cette 4e phase, mais pas se précipiter dans cette 4e phase. Si on reprend chacune des 4 phases, la première phase, c'est la phase d'ouverture. Je ne vais pas m'attarder dessus, vous la connaissez. Nous, on utilise le triptyque posture, regard, sourire, mais je pense que vous avez le même ou un similaire ou quelque chose comme ça. On a la phase sujet. La phase sujet, elle doit permettre d'évaluer la situation. Si la personne nous interpelle, c'est qu'elle a quelque chose à nous dire. Peut-être que ce qu'elle a à nous dire est vraiment important, d'un point de vue purement objectif, et ça nécessite une interaction de notre part, une réaction, et du coup, c'est bien de le savoir. Peut-être que, objectivement, il n'y a pas de gravité dans la situation, mais subjectivement, il y en a une pour la personne, et pareil, c'est important de le savoir. Et le plus souvent, c'est juste pour le plaisir de nous rencontrer ou d'échanger avec nous. Donc ça aussi, c'est une information importante à prendre en compte. Qui nécessite une réponse, c'est la 4e phase. Et là, ce qui importe, c'est de pouvoir fournir une réponse rapide, claire, précise, y compris si on est ignorant. Et de proposer, notamment si on est ignorant, de revenir plus tard vers elle avec la réponse, notamment lors du déjeuner. C'est important de donner un élément temporel comme le déjeuner ou le goûter, parce que quand on donne on revient plus tard vers vous ou à un autre moment de la journée, en fait, c'est pas assez précis pour la personne et elle va revenir 20 fois nous solliciter à l'accueil, etc. Et donc, c'est désagréable pour tout le monde. On en arrive enfin à la phase de clôture, le moment le plus important. Cette phase de clôture, elle est importante pour 2 choses. D'abord parce qu'en fait, les sujets-réponses, les phases sujets-réponses, elles peuvent être multiples. Si on ne passe pas dans la phase clôture, naturellement, dans une discussion, puisqu'on est des êtres sociaux, on va renchaîner sur un nouveau sujet qui va nécessiter une nouvelle réponse, et ça peut être infini. Comme nous, on est pressé, mais que pour satisfaire la personne, on veut quand même passer par les 4 phases, il s'agit de faire qu'une seule fois la phase sujet-réponse. On en arrive donc à la phase clôture, et avant de souhaiter une bonne journée, et c'est souvent l'élément qui tique le plus, il y a une micro-étape qui est l'étape de la validation, dans laquelle il faut valider la prise en compte de notre réponse par la personne. En fait, c'est juste lui demander est-ce que la réponse qu'on lui a faite lui convient ou si elle a bien compris l'information. C'est très simple, mais cette validation est vraiment importante pour pouvoir passer à la suite. Alors, encore une fois, là, on a tout décomposé, étape par étape. Forcément, ça paraît long. Dans les faits, ça n'est pas tant que ça. Notamment si on comprend bien que la logique sujet-réponse va se reproduire plein de fois et qu'on décide d'y mettre un terme à la fin de du premier tour. On ne pose pas de questions si on n'est pas capable d'entendre la réponse. C'est tout bête, mais souvent, je me rends compte que les personnes, par réflexe, disent « bonjour, comment allez-vous ?» mais qu'ils n'ont pas le temps d'entendre la réponse au « comment allez-vous » et qu'ils s'en fichent. C'est pas de leur faute, c'est juste qu'ils sont pressés. Ou alors, pour clôturer, est-ce que vous avez une autre question ? Puisqu'on est pressé dans cette interaction-là, puisqu'on est dans un couloir, on ne pose pas de questions si on n'est pas capable d'entendre la réponse. Et puis on n'a pas peur d'expliquer qu'on n'a pas forcément la réponse et qu'on peut revenir et qu'on est pressé. Mais tout l'intérêt de passer par ces 4 phases, c'est justement de ne pas signaler quand on est pressé. Si on prend les quelques secondes nécessaires pour passer dans chacune de ces phases, on envoie le message à la personne qu'on lui a accordé le temps qu'elle mérite
et qu'on n'a pas esquivé la solution, et donc qu'on lui a accordé ce temps-là. Ça, c'est pour les interactions de couloir, sur lesquelles, là, cette exposition au rapport au temps est vraiment la plus significative. En tout cas, on a l'affrontement le plus fort. Et bien évidemment, ces interactions de couloir ne peuvent pas être le seul mode de communication. Mais c'est des communications qui sont très intéressantes, parce que c'est des communications dites informelles. En réalité, quand la personne nous interpelle dans un couloir, elle le fait parce qu'il y a ce caractère informel qui a du sens pour elle. On n'est pas dans l'interaction comme un prétexte pour réaliser un soin ou pour un enrobage de quelque chose. Et ça, c'est évidemment important, et vous le savez, parce que c'est ce genre de relation qui nous permet d'apaiser les personnes, de faire en sorte de mieux les comprendre, etc. Je le dis, mais vous le savez bien mieux que moi. Hein. Avec tout ce que j'ai entendu hier, c'est absolument certain que vous êtes conscient qu'il faut prendre le temps. Et que vous êtes prêt à prendre ce temps. Une petite chose quand même, des fois, ça ne prend pas beaucoup de temps. On a beaucoup parlé du temps, de la nécessité de prendre son temps, etc. Et des fois, même un tout petit peu de temps, et c'est ce que je vous propose maintenant, juste 2 minutes, ça peut faire déjà une grosse différence. Nous, on a développé un petit jeu qui s'appelle le défi 2 minutes. Le défi 2 minutes, ça consiste à se poser chaque soir, à la fin de notre journée de travail, une petite question, à qui ai-je consacré 2 minutes aujourd'hui ? Et c'est tout. On se pose la question et on s'arrête là. C'est pas plus compliqué que ça. Qu'on l'ait fait ou pas, on se pose la question. Ça peut vous paraître ridicule, mais en fait, le simple fait de se poser la question « à qui ai-je accordé 2 minutes aujourd'hui ?» permet d'attirer notre attention sur l'importance de cette question. Et ça permet de se refaire tout le fil de la journée et d'essayer d'identifier les opportunités manquées ou réussies qui nous ont permis d'accorder ces 2 minutes d'attention. Et si je reprends mon exemple du couloir, à un moment où on n'est pas pressé, c'est l'idéal pour faire ces 2 minutes. Alors c'est très simple, mais ce n'est pas toujours facile de tisser ce lien d'attention dans un moment qui est si bref. On va voir comment on peut réussir sur les cas les plus difficiles. Mais quelques consignes supplémentaires, même si la seule consigne, c'est de se poser la question. Pour que ça fonctionne bien, le but, c'est d'en faire vraiment une habitude. Chaque jour, de se dire, OK, il faudrait que j'arrive à consacrer 2 minutes à une personne aujourd'hui. Il faut bien sûr que ce ne soit pas toujours les mêmes. On peut le faire en équipe. Ça peut être très intéressant de le faire en équipe. Nous, c'est ce qui se fait beaucoup. Où chaque soir, on prend un mini-temps pour débriefer, voir si chacun a réussi à le faire. Et bien sûr, l'idéal, c'est de saisir les opportunités que nous tendent les résidents, et il y en a plein, pour faire ces 2 minutes. Alors, ce n'est pas toujours réalisable. Il y a plein de résidents qui se sont repliés sur eux-mêmes, pour qui ils n'ont pas encore confiance en nous, pour qui la discussion n'est pas forcément facile, et qui ne nous offrent pas ces opportunités de leur accorder 2 minutes. Pour eux, on a été un petit peu plus loin, mais encore une fois, c'est pas du tout nécessaire, c'est juste une aide supplémentaire. C'est un jeu de cartes, de cartes brise-glace, sur lesquelles on pose des questions, des fois il peut y avoir des mini-jeux. Pendant longtemps, on les a mis à imprimer, à découper pour les équipes, et ils jouaient collectivement avec ça. Chaque jour, ils prenaient une nouvelle carte et ils devaient tous, avec des résidents différents, obtenir les réponses. Ça roule bien. Il y a quelques semaines, on se l'est réapproprié. Avec Sociogérontologie, qui est mon projet perso, hors de Métis. Et on en a fait une version digitale. C'est quoi une version digitale ? C'est très simple. Chaque semaine, vous recevez dans votre boîte mail des nouvelles cartes brise-glace, mais aussi des conseils en matière de communication et de psychologie sociale. Et on a fait ça parce que c'est comme tous les outils qu'on donne aux équipes. Si on ne les fait pas vivre, si on ne les alimente pas, si on ne donne pas un peu de nouveauté,
Et ben, au début, ça marche bien, et puis ils finissent la plupart au fond d'un tiroir. Et c'est un peu compliqué de les ressortir. Alors on s'est dit que si chaque semaine, on envoyait un petit mail directement dans la boîte mail des personnes pour alimenter la motivation, et puis aussi donner des conseils, ça pourrait être assez efficace. Du coup, c'est gratuit, on ne demande aucune information personnelle, vous pouvez vous désabonner en un clic, et vous recevrez en fait une newsletter chaque semaine, dans lequel il y aura des nouvelles cartes, mais aussi quelques conseils, des règles supplémentaires, parce que le propre de ce jeu-là, c'est juste d'inventer les règles qui permettent de mettre un peu de jeu dans l'équipe et dans nos pratiques professionnelles. On part quand même d'un principe, et inscrivez-vous seulement si vous y croyez, parce que c'est quand même la pierre angulaire, qu'un petit pas chaque jour ou chaque semaine a quand même un plus gros impact qu'un gros effort d'un coup qui va s'essouffler au bout de quelques semaines. Donc voilà, c'est un accès libre, je vous propose de vous y inscrire si ça vous intéresse. Et moi, je m'arrête là. Merci.